Alors, on revient à la présentation. Du coup, sur la question suivante, c'est sur les infrastructures structurantes. Alors, je suis absolument désolé. Dans la salle, vous voyez strictement rien. Je ne savais pas qu'on aurait cette qualité-là de. Vous voyez sur l'écran retour, mais dans la salle, il ne voit vraiment rien. La FUB a rajouté au baromètre dont on a parlé il y a 2 questions, une question supplémentaire optionnelle, c'était indiquer les 3 points noirs autour de chez vous, les 3 endroits les plus dangereux, et les 3 axes à aménager en priorité. On peut faire slide suivant. Ça se fait un petit zoom, vous voyez toujours aussi peu. Mais vous verrez en ligne, c'est très beau. Hein. Vous tapez sur carto.parlons-vélo.fr et vous avez toute la France et 400 000 points sur toute la carte de France. Et là, vous ne voyez rien non plus. Avec le zoom, peut-être vous verrez un peu plus. Donc, c'est slide suivant. Voilà. Donc, en effet, vous venez de le mentionner, Michael Cabon. Il y a un appel à projet qui s'appelle du Fonds Mobilité Active, donc qui s'appelle Continuité cyclable en 2020. Affichage suivant. Donc, c'est 350 millions d'euros qui ont été annoncés par le Premier ministre donc le 14 septembre 2018 à Angers. Et donc c'est de l'argent qui est à l'AFIT, donc l'Agence de financement des infrastructures de transport de la France. Donc au même titre, non, on ne passe pas au suivant encore, au même titre que les lignes à grande vitesse ou que des autoroutes, etc. Donc ça veut dire que l'intérêt, c'est qu'on a de la visibilité sur 7 ans, alors que le budget de l'État est voté chaque année d'une année sur l'autre. Et donc pour réaliser des investissements de long terme, l'AFIT permet de donner de la visibilité. Et donc, ce qu'avait souligné le Premier ministre ce jour-là, c'était justement, on ne lance pas un appel à projet pour forcer tout le monde parce qu'il y a une deadline et donc il faut absolument finir un projet pour dans 2 semaines parce que sinon l'argent il est perdu, mais bien de donner de la visibilité aux collectivités pendant 7 ans, donc 50 millions chaque année, pour permettre de présenter le projet l'année où le projet est mûr et pas de tomber dans le il faut absolument sortir un projet pour après-demain. Voilà. Et donc, par contre, ça, c'est pour les grands projets. C'est pour résorber des discontinuités. C'est pas pour faire la petite piste cyclable. Enfin, l'AFIT, qui a 4 salariés et qui gère d'habitude des fonds en milliards, ne va pas gérer. Enfin, l'année dernière, il y a eu 151 projets primés, dont la plus petite demande, c'était 5 000 euros. Enfin, instruire par l'AFIT un projet à 5 000 euros, ce n'est pas le but. Slide suivant. Par contre, pour les plus petits projets, il y a autre chose. On va slide suivant et slide suivant. C'est la dotation de soutien à l'investissement local. Donc, c'est aux mains des préfets. Et donc, c'est 100 millions d'euros par an sur la mobilité en général, mais beaucoup sur l'intermodalité et beaucoup sur le vélo. Et donc, en 2019, ça a été totalement sous-utilisé, pas à Brest, mais partout en France. C'est-à-dire, sur les 100 millions d'euros, il y a peut-être une vingtaine qui ont été attribués au vélo et beaucoup qui ont été rendus. Voilà. Mais en tout cas, l'argent existe à la fois sur les gros projets, à la fois sur les plus petits projets. Slide suivant. Et donc, ma question, affichage, c'est donc quelles infrastructures structurantes et allez-vous solliciter, notamment le fonds vélo et la DSIL. Et donc, Pierre-Yves Cadalin, c'est vous qui répondez en premier. Oui, tout à fait. Alors, je commence par la question du financement. Évidemment qu'il faut faire usage des financements possibles, de répondre aux appels à projets, monter les dossiers. Ça me semble quelque chose d'absolument évident et nous le ferons. Il faut également demander à l'État d'avoir quand même une pensée un peu plus sérieuse sur les dotations aux collectivités locales, car je suis profondément attaché aux libertés communales et si on veut faire des politiques structurantes de cet ordre-là, on ne peut pas le faire sans dotation publique d'État satisfaisante. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, du coup, allons au fond. Allons à ce que nous ferons, je veux dire. En termes de hiérarchie structurante, il y a de quoi faire, que ce soit pour le vélo ou pour la marche. Pour le vélo, il faut faire une distinction nette, si vous voulez, entre les axes de transit qui resteraient à 50 km/h, etc., et les axes de desserte, où on va chez soi, etc., qui passeraient à 30 km/h. Sur les axes de transit, il est absolument nécessaire d'aménager des pistes cyclables nettement séparées. Si vous voulez, c'est pas des bandes cyclables où on met un trait de peinture, quoi. C'est vraiment quelque chose de séparé qui garantit la sécurité pour le cycliste. Et pour les axes de desserte, il faut, si vous voulez, voir là où on peut mettre des sens uniques avec dans l'autre sens des doubles voies cyclables et mettre en place, au fond, des aménagements qui permettent davantage aux gens de circuler, notamment au centre-ville, en vélo. Enfin, sur la question des piétons, il y a beaucoup de personnes âgées qui m'ont dit que pour sortir, c'était compliqué parce qu'elles doivent faire des arrêts de façon assez régulière. Et donc il faut également, ça peut paraître tout bête, et ça coûte pas très cher, mais il faut mettre davantage de bancs dans la ville, de telle sorte à permettre à tout le monde de pouvoir en fait vivre dans notre espace commun.
Merci beaucoup. Michael Cabon, vous parlez aussi d'hiérarchisation sur les deux types d'axes, entre les axes, les circuits de transit donc le reste, hein, les zones 30. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé, c'est « Il faudra d'ailleurs étudier la situation car la réalité amène déjà la plupart des rues à des vitesses de 30 km/h en moyenne ». Alors, il y a la question générale, donc quelles infrastructures structurantes, et si vous pouvez développer cette phrase-là, ça me paraît très intéressant aussi. Alors, il y a les vitesses qui sont annoncées sur les panneaux, puis il y a les vitesses réelles des véhicules. On sait que c'est 28 km/h en moyenne en ville, et donc c'est la raison de cette phrase en la matière. C'est parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend de la congestion du trafic. La question, la thématique, c'est celle des infrastructures structurantes. On parle là beaucoup de la ville de Brest et on représente des listes qui se présentent sur Brest. La thématique des transports, on le sait, c'est une thématique qui est communautaire. Notre objectif, nous, c'est de permettre d'avoir au moins une ligne continue qui puisse aller de Guipava-Plougastel, de l'est de notre agglomération, vers l'ouest de celle-ci, vers le Technopole, vers Plouzané, une ligne continue dédiée au vélo qui puisse permettre ou qui donne la priorité au vélo et qui permette de structurer ensuite l'ensemble des usages. On pense que l'innovation est incrémentale en la matière, qu'il faut pouvoir répondre aux besoins à la fois des cyclistes aujourd'hui, que la collectivité a la nécessité de répondre à ce besoin-là pour qu'il y ait plus de cyclistes demain et que ces cyclistes-là, ou ce besoin, permettent à la collectivité d'avoir à nouveau à répondre et à proposer des projets qui soient pertinents. Donc ça, c'est la question de l'infrastructure lourde. Puis après, il y a des infrastructures qui sont plus légères, les ateliers de maintenance, les racks de rangement, qui sont aussi à prendre en considération pour faciliter l'usage du vélo au quotidien dans notre agglomération brestoise. Merci beaucoup. Pascal Olivard, sur ces infrastructures structurantes. Alors la question était en deux temps, infrastructure et aussi financement, non? Ouais, me semble-t-il. Tout à fait. Notre priorité, c'est vraiment la sécurisation et la mise en continuité des voies de circulation, mais aussi l'entretien. On a eu de nombreux retours sur le fait que certaines voies cyclables sont très mal entretenues et donc sont dangereuses. Deuxième élément, c'est la mise en place d'abris sécurisés à des endroits stratégiques de la ville, on y reviendra. Et enfin, je crois que nous sommes les seuls à proposer la mise en place d'un véritable vélo libre-service, un Vélib à la brestoise, qui sera l'élément déclencheur d'une véritable augmentation, une facilitation de l'utilisation du vélo. Évidemment, nous ferons feu de tout bois pour lever des fonds qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a l'Europe sur le FEDER, les fonds Civitas et COSME qui existent depuis 2000. Je ne sais pas s'ils sont mobilisés par la métropole aujourd'hui. Vélo et territoire, vous l'avez évoqué, de l'ADEME. Les dotations de soutien à l'investissement local. Alors, il y a un dossier qui doit être déposé pour le 28-02, la date limite. Monsieur Nedelec nous dira certainement s'il a été déposé, puisqu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Et il y en a un pour le 31 mai, je vous rassure, il sera déposé celui-là en temps utile. Et puis, il y a évidemment les certificats d'économie d'énergie type Alvéole 2. Tout est bon, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et nous le ferons. Merci Pascal Olivard. Ronan Pichon, donc infrastructure structurante et financement complémentaire. D'abord, la première infrastructure structurante, si on veut développer l'usage du vélo à Brest, c'est de s'engager sur ce que tu disais tout à l'heure, un système vélo. C'est-à-dire c'est d'avoir la volonté d'aller vers un système vélo. On en est très loin, donc la marge de progression est énorme. Concrètement, ça veut dire effectivement se saisir de toutes les opportunités de financement pour améliorer ou enrichir l'existant. Ça veut dire rapidement travailler sur les questions des continuités, des signalisations, des stockages ou des accroches vélos de proximité. Et puis travailler sur un plan à l'échelle métropolitaine qui permette de relier les différentes communes avec un réseau vélo express qui permettent réellement un déplacement de qualité sur l'ensemble du territoire métropolitain. Parce que dans le film, ils disent que les cyclistes ne sont pas sur les infrastructures dédiées, mais enfin, quand on voit les infrastructures dédiées, on se doute que... et elles ont l'air bien utilisées quand même, et je pense que ça reste quand même un élément indispensable si on veut développer l'usage du vélo. Merci Ronan Pichon. Alors, Yoann Nedelec, donc c'est sur ces financements et sur les infrastructures. Et du coup, une question supplémentaire, vu que l'État publie les lauréats, mais ne publie pas, on leur avait demandé, mais les candidats, donc est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi, est-ce que Brest Métropole avait candidaté ou pas et a été
non retenus les années précédentes sur ces financements. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le montant qui est alloué potentiellement pour les collectivités. Et là, Mickaël, par rapport au gouvernement que tu soutiens, quand au niveau du Finistère, nous avons une enveloppe de 700 000 € à partager sur tout le territoire, c'est vrai que, et les chiffres ont été rappelés sur le coût de construction d'un seul rond-point, c'est juste des queues de comète, et pour nous, c'est même pas possible de candidater dans ce cadre-là. Donc, nous, nos deux priorités, c'est d'abord les giratoires. 46% des accidents se passent sur les giratoires. Donc on l'a vu dans le film, nous devons sécuriser, nous devons aménager. Et nous avons des points noirs bien identifiés au niveau des giratoires. Je pense à un en particulier, même si vous allez penser à Pénarcleuse. Mais non, il y en a un autre qui est très dangereux, en tous les cas qui est identifié comme tel, c'est le rond-point de Cartatupage, à proximité de Kérichen. La deuxième priorité pour nous, c'est de relier les pistes cyclables entre elles. Vous êtes usager du vélo, vous avez des pistes cyclables, à un moment donné, vous devez vous arrêter, vous ne savez plus où aller. Donc on a cette priorité-là, nous, d'avoir cette continuité des pistes cyclables. Et enfin, la troisième priorité, c'est sur notre proposition de réaliser des pôles d'échange juste à l'entrée de Brest, parce que là, on parle de Brest, mais il y a aussi Brest Métropole, pour pouvoir utiliser le vélo dans les transports en commun et de permettre justement l'arrivée de ces cyclistes sur le territoire de la ville de Brest. Merci Johan Nedelec. Bernadette Malgorn, du coup, vous, sur les infrastructures structurantes et la façon de retrouver des financements complémentaires ? Oui, comme tout le monde, on ira piocher dans toutes les caisses possibles, hein. Alors, en termes de priorité à l'entretien et à la sécurité, à tout point de vue. Et ensuite, en ce qui concerne les infrastructures nouvelles à programmer, on se calera sur les plans de mobilité. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à les élaborer et que l'une d'entre elles, avec qui on a eu contact, a montré que sur ces 600 salariés, il y en avait une centaine qui étaient prêts à passer au vélo, moyennant cela, des infrastructures et aussi des itinéraires qui seraient à prioriser et à sécuriser. Et c'est ce genre de priorité que nous prendrons. L'autre étant, comme je le disais tout à l'heure, le scolaire. Et donc, il y aura là aussi des infrastructures, des aménagements à faire pour aller vers l'écomobilité scolaire. Mais il y a aussi d'autres caisses spécialisées pour ça. Merci beaucoup Bernadette Malgorn.